L'Afghanistan est-il un pays maudit, condamné aux invasions et à la guerre? Depuis le début de l'année, près de 300 victimes d'un terrorisme que l'administration Bush était venue traquer au lendemain des attentats du 11 septembre. Après 17 ans de cafouillage occidental, diplomatique et militaire, les talibans pourraient-ils revenir au pouvoir alors que Kaboul peine à mettre en place les législatives d'octobre prochain? Quel rôle joue le Pakistan voisin? On pose toutes ces questions ce soir à nos deux spécialistes, deux chercheurs issus de la même maison, l'IRIS, Karim Pakzad et Olivier Guillard, spécialistes tous deux de l'Afghanistan. Bonsoir messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation. On vous retrouve tout de suite après l'entrée en matière, signée ce soir Johanna Bender. Elle revient pour nous sur ces attaques qui ont ensanglanté l'Afghanistan depuis le début de l'année 2018. Désespoir et chaos à l'ouest de Kaboul. Dimanche 22 avril, dans le quartier à majorité chiite de Dasht-e-Barchi, un kamikaze s'est fait exploser au milieu d'une foule venue s'inscrire sur les listes électorales pour le prochain scrutin. Près de 60 morts, dont des enfants et des centaines de blessés. L'attentat a été revendiqué par l'État islamique qui estime que les chiites ne sont pas des musulmans. Regardez cette petite fille. De quoi est-elle coupable? Elle est morte aujourd'hui dans cette attaque. Ces personnes se disent musulmans, qu'ils aillent en enfer. Regardez ça, c'est une carte électorale couverte de sang. Qui va vouloir venir voter maintenant, quand le gouvernement nous le demandera? Un vote prévu le 20 octobre prochain pour les élections législatives. Élections menacées par l'insécurité qui plonge le pays dans la dévastation. L'Afghanistan, en guerre depuis près de 40 ans, étouffé par les violences depuis les représailles américaines de 2001, vit au rythme des attentats islamistes. Depuis le début de l'année 2018, une dizaine d'attentats a frappé le pays, faisant près de 300 morts. La présence d'Al-Qaïda, l'implantation récente de l'État islamique, ont radicalisé les talibans, qui progressent constamment et contrôlent aujourd'hui 40% du territoire afghan et exercent leur influence sur un tiers de la population. Concurrence entre groupes terroristes, autonomisation des gouverneurs qui profitent de l'affaiblissement du président Ashraf Ghani pour accaparer les richesses économiques, système de corruption généralisé. Autant d'éléments qui paralysent les structures étatiques et favorisent l'installation du chaos en Afghanistan. Largement renforcés depuis l'intervention américaine il y a 17 ans, les talibans qui ciblaient principalement les forces étrangères visent aujourd'hui les populations civiles. Plusieurs dizaines de milliers de morts depuis 2001. Le 28 février dernier, lors d'une conférence sur la paix à Kaboul, le gouvernement afghan a proposé une nouvelle base de dialogue aux talibans. Leur promesse, impliquer les talibans dans une révision de la Constitution et l'ouverture pour le groupe islamiste d'un bureau politique à Kaboul. En outre, la présence de troupes étrangères stationnées dans le pays depuis la chute du régime taliban en 2001 pourrait être discutée dans le cadre d'un accord. Une main tendue rejetée par les talibans qui n'admettent d'autres interlocuteurs que Washington. 17 ans d'engagement occidental en Afghanistan et une stratégie militaire tenue en échec jusqu'à aujourd'hui. Des milliers de morts et des milliards engloutis. Quelle perspective de paix pour l'Afghanistan, immobilisé dans une guerre qui n'en finit pas? Olivier Guillard, les attentats sont de plus en plus cruels, de plus en plus rapprochés. Et pour cause, les talibans doivent faire face à une concurrence macabre, celle d'Al-Qaïda, celle de Daesh qui vient de revendiquer cet attentat. Oui, effectivement, donc la tendance sur ce pays qui est balafré, qui est stigmatisé, qui est malmené depuis plusieurs décennies sans interruption, donc éreinte la population, éreinte également l'attention de la communauté internationale d'une certaine manière. Et ce qui est évidemment particulièrement triste, c'est que nous ne voyons pas d'inflexion particulièrement positive, ni depuis le début de l'année, pas davantage que ces 2 ou 3 dernières années. Donc inéluctablement, nous sommes plutôt enclins à voir des augures défavorables pour cette année 2018 qui va être une année particulière, ne serait-ce que vous l'évoquiez à fort juste titre pour les dans élections votre reportage, parce que c'est une année techniquement d'élection, effectivement, et donc c'est entre la concurrence que se livrent les talibans, l'État islamique, d'autres groupes insurgés radicaux, et cette ambiance donc de politique et sécuritaire chaotique, les 33 millions d'Afghans ont évidemment malheureusement quelques soucis à se faire pour les 8 mois à venir. Karim Pakzad, je le disais, cet attentat a été revendiqué par l'organisation de l'État islamique. Est-ce que ça veut dire qu'à l'heure de la défaite de cette organisation en Syrie et en Irak, l'Afghanistan constitue au fond une porte de sortie pour les djihadistes? Oui, ça pourrait être. L'apparition de Daesh en Afghanistan coïncide exactement avec la prise de Mossoul par l'État islamique.
Avant même ça, il y avait eu des divergences au sein même des talibans entre ceux qui voulaient négocier avec Kaboul, mais d'autres qui étaient totalement opposés. Ils ne voulaient pas qu'une négociation s'engage avant le retrait total des troupes américaines. Donc, pour la partie la plus radicale, pour les talibans les plus extrémistes, l'occasion était bonne pour annoncer leur obéissance à M. al-Baghdadi, État islamique. C'est comme ça que Daesh est apparu en Afghanistan. Et très vite, parce que les talibans ont une assise populaire, ce qui est vraiment, on ignore. Hein. Une des raisons pour laquelle les talibans, maintenant, ça fait 17 ans qu'ils sont en guerre contre des grandes puissances avant l'OTAN, maintenant les Américains, etc. C'est parce que malheureusement, ils ont une assise populaire dans une vaste région de l'Est et de Sud-Est et élargissent de jour en jour et élargissent leur importance en Afghanistan. Voilà, donc on n'est pas devant une guerre simple entre quelques mouvements de guérilla et l'armée afghane et américaine. Taliban, Daesh, Al-Qaïda, tous les trois sont sunnites, si je ne m'abuse. Quid des relations entre les talibans et l'organisation d'État islamique? Est-ce qu'ils ont le même agenda? Est-ce qu'il y a une véritable différence idéologique entre ces deux organisations? Non, ils n'ont pas le même agenda. Il y a, sur le plan idéologique, évidemment, les deux, comme l'Al-Qaïda auparavant, ils se revendiquent d'un islam radical, l'islam originel. En fait, toutes les organisations radicales islamistes, que ce soit au Proche-Orient, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit au Maghreb, en Afrique, ils sont tous sunnites, et toujours a été soutenu par des pays de Golfe, notamment l'Arabie Saoudite. En Afghanistan, il y a un conflit, parfois sanglant, existe entre les talibans et Daesh, parce que leurs agendas sont différents. Les talibans, ce sont des islamistes radicaux, mais en même temps, c'est un mouvement nationaliste. C'est-à-dire que l'émirat taliban doit s'étendre sur l'Afghanistan, mais ne doit pas dépasser les frontières de l'Afghanistan, alors que Daesh prône plutôt un califat sur l'ensemble de la mouvement. Olivier Guillard, on a l'impression que l'armée afghane et la coalition de l'OTAN sont impuissants devant cette recrudescence des attentats. Pourquoi, après 17 ans, on n'arrive toujours pas à juguler ces attentats qui se font de plus en plus nombreux? Alors effectivement, quand vous évoquez la volumétrie des attentats depuis le début de l'année, ce sont essentiellement les attentats qui ont touché la capitale Kaboul. Au quotidien, sur l'ensemble du territoire, on est à plusieurs dizaines d'attentats, attaques, peu importe la terminologie qu'on emploie. Et ce qui est particulièrement marquant depuis le début de l'année, c'est que dans le périmètre qui longtemps fut relativement, à défaut d'être sans risque, mais en tout cas d'une certaine manière protégée, je me suis rendu à Kaboul et à un certain nombre de reprises ces dernières années, et on avait le sentiment, jusqu'à il y a 3 ans, qu'on pouvait s'y déplacer à peu près jusque dans l'espèce de zone verte, la zone de l'OTAN, des bâtiments officiels, des ministères et autres. Et aujourd'hui, en définitive, il n'y a pas un pan de cette capitale qui est soustrait à la possibilité d'une attaque, d'un engin improvisé qui explose, d'une bombe, etc. Des attaques de plus en plus sophistiquées, des attaques qui ont fait énormément de victimes dans le centre de la capitale, dans le centre nerveux du pouvoir politique administratif afghan. Tout ceci est évidemment d'extrêmement mauvaise augure pour la population, et également donc, ça fait une fort mauvaise presse au gouvernement, puisque si le gouvernement n'est pas capable d'assurer dans la zone verte un minimum de sécurité, qu'en est-il du reste du pays? C'est un des arguments sur lesquels s'appuie à la fois l'État islamique comme les talibans vis-à-vis donc des X types de récriminations qu'elles peuvent avoir face aux forces de sécurité et au gouvernement politique afghan. Alors on l'a vu très clairement dans le sujet de Johanna Bender, les talibans progressent, c'est indéniable. Près d'un tiers du territoire, je crois, est sous leur contrôle. Qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui de progresser davantage? Certainement des divers types de points. La première, c'est que les talibans n'ont pas forcément besoin d'être en capacité d'influence sur 100% du territoire pour avoir, entre guillemets, l'ascendant et sur la population, et sur le pouvoir politique, et sur les sponsors extérieurs
l'OTAN, Washington, des divers alliés soutenant le gouvernement civil démocratiquement élu de M. Rouhani. Aujourd'hui, donc, très honnêtement, lorsque l'on essaye de découper le pays sous qu'est-ce qui relève de l'autorité officielle du gouvernement civil et des autorités locales, on est sur une portion de plus en plus congrue, c'est une certitude, qui est souvent à chaque fois remise en cause d'une semaine sur l'autre ou presque. Les talibans, eux, sont sur une trajectoire une dynamique malheureusement beaucoup plus porteuse pour eux. Et depuis 6 ans, donc il n'a pas été une année lors de laquelle les talibans ont cédé du terrain, mais en gagnent à chaque fois. Cet effort de guerre des talibans, il est notamment rendu possible, Léa, grâce à une économie parallèle, peut-on dire, celle de l'opium. Oui, alors c'est le chiffre du jour, 9000 tonnes, c'est la production d'opium en Afghanistan en 2017, selon une enquête conjointe menée par le ministère afghan de lutte contre les stupéfiants et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Alors Karim Pakzad, l'Afghanistan, c'est le premier pays producteur d'opium au monde. À qui profite cette économie ? Oui, évidemment, il profite aux diverses personnes ou organisations. La production d'opium et sa transformation en héroïne en Afghanistan a été répandue avant même que les talibans prennent le pouvoir en 1994. Au début de la règne des talibans avaient besoin de l'argent, donc cette production a augmenté. Mais à la fin de la règne des talibans, sous l'impulsion de la communauté internationale et pour se donner une image respectable, Mollah Omar, le chef historique et charismatique des talibans à l'époque, a interdit la culture d'opium. Et donc ça tombait presque à zéro. À la fin. Mais puis, depuis l'intervention américaine, depuis 17 ans, maintenant, voilà, c'est repris. Il y a des réseaux assez développés qui transportent drogue par l'Iran vers l'Ouest ou par le Tadjikistan, ensuite la Russie et vers l'Europe, également au Pakistan. Et donc, il y a des réseaux vraiment bien organisés et bien implantés, bien puissants, au point où, parfois, il y a des combats entre des trafiquants de drogue et les gardes frontalières iranienne et parfois des dizaines de morts, par exemple, chez les soldats iraniens. C'est à ce point-là ils sont puissants. Les talibans aujourd'hui profitent parce que les talibans prélèvent une taxe par exemple, sur 1 kilo ou sur 1 tonne de drogue, ils prennent une taxe fixée d'avance. Et donc, ils protègent les producteurs et les trafiquants. Mais il y a aussi d'autres personnes liées au pouvoir actuel. Vous parliez de l'intervention américaine. Olivier Guillard, c'est la guerre la plus longue que mènent les États-Unis. 17 ans de conflit. On va le voir sur ce graphique. Il y avait 100 000 hommes américains en 2011. Il y en a aujourd'hui environ 10 fois moins. Quid de la stratégie de Donald Trump pour l'Afghanistan ? On le sent hésitant. Il a voulu se désengager. On voit qu'il se réengage un peu pour ne pas laisser la chaise vide à Daesh. C'est ça aujourd'hui la politique de Trump en Afghanistan ? Oui, malheureusement, donc, elle est aussi volatile que celle que le nouveau résident de la Maison-Blanche a pour d'autres pays sensibles d'Asie. On pense à la péninsule coréenne, on pense aux relations avec le Pakistan, on pense donc à d'autres dossiers un petit peu contentieux en mer de Chine du Sud notamment. Kaboul, le gouvernement à Kaboul, la population afghane n'est pas plus à l'aise donc vis-à-vis des nouveaux types de rapports avec Washington depuis que M. Trump donc, est à la Maison-Blanche. Pour la raison suivante, c'est que M. Trump n'a certainement pas grand-chose, entre guillemets, qui le retient de désengager plus encore, donc d'amener plus loin le désengagement des États-Unis de ce pays qui est effectivement donc, un des tombeaux des empires que l'on décrit facilement depuis un siècle et demi, si ce n'est qu'on a la certitude autour de M. Trump, il y a un certain nombre de conseillers de Faucon qui ont la main relativement lourde et la gestion assez virile des contentieux insolubles, et en disant, écoutez, peut-être que si nous mettons se désengager ne profitera ni à l'Afghanistan, ni à la stabilité régionale, ni aux voisins, qui pourraient s'emparer encore davantage d'une mainmise sur ce pays. On pense au Pakistan, on pense à l'Iran, on pense également à la Russie, qui joue un jeu de plus en plus trouble à nouveau dans la région. Il y a une autre puissance qui est en train de pousser ses pions, Léa, la Chine, sur le terrain afghan, bravo.
c'est la Chine. Oui, effectivement. Alors on s'intéresse à présent au projet chinois pharaonique qui s'appelle One Belt, One Road. Alors il est lancé en 2013 et vise à asseoir la capacité de la Chine à alimenter la planète de ses produits et à poursuivre un développement économique dont le pays a besoin. En rouge, vous le voyez, c'est le tracé terrestre. En bleu, le tracé maritime. Alors cette nouvelle route de la soie relie la Chine à l'Europe en passant par l'Asie centrale, l'Europe de l'Est, de l'Ouest. Ça descend jusqu'en Asie du Sud et ça passe même vers l'Afrique. Alors pour que ce projet réussisse, la Chine a besoin de stabilité dans tous ces pays. Karim Pakzad, est-ce que la Chine peut proposer un deal économique, notamment en Afghanistan ? Oui, mais je dois élargir un petit peu ma réponse pour situer aujourd'hui le conflit afghan dans son cadre et dans son contexte d'aujourd'hui. La guerre américaine en Afghanistan, on peut le relever en 3 périodes, 3 phases. La première phase, c'était qui a commencé avec l'intervention fin 2001, qui est allée jusqu'à milieu de 2004. Il n'y avait pas un objectif politique bien défini. C'était vraiment la volonté de se venger. Bush voulait venger les attentats en septembre, mais très vite, ils ont vu que non, c'était pas aussi facile, que les talibans peuvent revenir dans une guerre asymétrique et qu'ils ont mis en difficulté les Américains. Donc, à partir de 2004, les Américains ont demandé à l'OTAN de prendre la direction des opérations militaires. C'est la raison pour laquelle, et bon, évidemment, il y avait eu 100 000 soldats américains, mais il y avait eu 50 000 soldats des autres pays. La France, la Grande-Bretagne, enfin, une vingtaine d'autres pays également avaient des soldats en Afghanistan. Donc, en tous 150 000. Bon, cette période... Venons-en à la Chine, Karim Pakzad, car le temps nous est compté, malheureusement. Venons-en à la Chine. Voilà. Troisième partie, c'est aujourd'hui. Trump, vous voulez quitter l'Afghanistan parce qu'il disait on dépense trop d'argent sans savoir pourquoi. Mais comme Olivier vient de souligner, l'entourage de Donald Trump l'a convaincu que l'Afghanistan aujourd'hui représente un enjeu stratégique, géopolitique pour les États-Unis, parce que dans sa politique d'avenir vers l'Asie, l'Afghanistan c'est la première marche. Et l'Afghanistan se trouve à la frontière, vous voyez, à la frontière chinoise, à la frontière pakistanaise, à la frontière iranienne et surtout la Russie. Il ne faut pas oublier. Donc tous ces pays-là regardent l'Afghanistan d'un œil de méfiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la présence américaine est contestée, non seulement par les talibans, il est contesté par les Iraniens, il est contesté par les Russes et les Chinois également en soutenant les Pakistanais. En soutenant le Pakistanais va dans le même sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le conflit afghan, c'est un conflit tout à fait régional. Alors justement, on ne peut pas conclure cette émission... Des questions économiques, évidemment, des questions... Merci Karim Pakzad. On ne peut pas conclure cette émission parce que le temps nous est compté sans parler évidemment du rôle que joue dans ce dossier afghan le Pakistan, à la fois allié des Américains, mais sanctuaire pour les talibans, comme c'est pas privé de le rappeler Donald Trump dans un de ses tweets sulfureux, ça date de janvier dernier. Les États-Unis ont bêtement donné plus de 33 milliards de dollars d'aide au Pakistan, on peut lire sur ce tweet, sur les 15 dernières années. Ils ne nous ont rien donné en retour à part des mensonges, des tromperies, prenant nos dirigeants pour des idiots. Ils accueillent les terroristes que nous chassons en Afghanistan sans grande aide. Tout ça, c'est fini. Voilà ce que disait Donald Trump donc en janvier dernier. Olivier Guillard, c'est un double jeu que joue le Pakistan, très rapidement ? Pour dire le moins, il n'est pas une politique dans la région vis-à-vis de l'Afghanistan qui soit plus marquée du saut de la duplicité que ce que Islamabad fait depuis plusieurs dizaines d'années en Afghanistan. Les Afghans sont éreintés par ce jeu d'influence, de mépris que vouent les militaires pakistanais donc à leurs voisins afghans. L'ingérence est de tous les temps, de tout temps, dans toutes les parties. Les talibans ne seraient pas certainement dans leur niveau de confort aujourd'hui en Afghanistan sans l'aide ou sans le concours d'une manière ou d'une autre des autorités, peut-être pas politiques, mais à minima militaires pakistanaises. Le Pakistan est certainement à la fois et une partie à la solution, mais surtout donc à une responsabilité considérable dans le pourrissement, dans l'enlisement de cette nouvelle phase de conflit en Afghanistan. Islamabad porte une très lourde responsabilité. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui inquiète autant le Pakistan ? C'est le retour de l'Inde peut-être ?
Non, le Pakistan considère que dans son précaré stratégique, l'Afghanistan fait partie de ce précaré stratégique et dans son rapport difficile à l'Inde, les rapports entre Kaboul et New Delhi sont bien meilleurs que ceux entre Islamabad et Kaboul, c'est un bel euphémisme. Et cette montée en puissance progressive de l'Inde, qui a une image infiniment plus glamour au niveau international que le Pakistan, s'exerce aussi en Afghanistan. L'Inde est un rare pays asiatique à accepter, avec la Chine, mais dans une autre mesure, de participer à la reconstruction ou à la rétablissement du fonctionnement de l'autorité de l'État en Afghanistan. Et ça ne fait pas du tout plaisir au Pakistan qui voit là, paradoxalement, une ingérence des Indiens et le discours aberrant des militaires pakistanais consiste à dire nous serions pris en tenaille par d'un côté la Chine l'Inde sur notre flanc oriental et un gouvernement afghan hostile sur notre flanc occidental. Donc, alors que le jeu ne se fait pas exactement de cette manière-là, évidemment. Karim Pakzad, Olivier Guillard, merci à tous les deux de nous avoir aidés à y voir un peu plus clair sur ce dossier ô combien complexe de l'Afghanistan. Merci. On se retrouve tout de suite après la pause.